C'est le calmar le plus long du monde. Il s'appelle calmar géant et peut atteindre jusqu'à 45 pieds de longueur, ce qui est plus long qu'un bus scolaire. Tout le monde a entendu parler des calmars géants à travers les histoires du kraken ou d'autres monstres des profondeurs. Mais la plupart des gens ne savent pas que le calmar géant n'est pas le plus grand calmar du monde. Parce que l'évolution a décidé de créer un calmar qui, bien que pas plus long, est considérablement plus lourd que le calmar géant. Cela signifie que chacune de ces créatures massives a plus du double de la masse totale de calmar dans son corps. Cette créature n'est autre que le calmar colossal. Et bien que vous puissiez penser qu'il s'agit d'une espèce étroitement apparentée au calmar géant, en réalité, ils n'ont aucune parenté. Non seulement ce n'est pas la même espèce, mais ce n'est même pas le même genre, et ce n'est même pas partie de la même famille. Leur premier niveau commun de classification est leur ordre. Les deux calmars faisant partie des Eugopsida, calmars des profondeurs habitant l'océan ouvert. Cependant, ces deux calmars sont les seuls deux calmars au monde à avoir atteint des tailles si massives pour être vraiment considérés comme géants, ou, colossaux. Tous les autres grands calmars sont soit longs, mais ne pèsent presque rien, soit sont dodus, étant courts et atteignant encore, au maximum, 150 livres. Ce qui rend cela encore plus étrange, c'est que ces calmars vivent dans des parties complètement différentes du monde et n'ont jamais même interagi entre eux. Ils ne connaissent même pas l'existence l'un de l'autre. Comment est-il possible que deux espèces absolument massives de calmars aient évolué complètement séparément dans des océans complètement différents, sans jamais se croiser? Et que faudrait-il pour créer un troisième calmar vraiment géant? Malgré le fait que ce sont les deux seuls calmars vraiment massifs au monde, et une personne moyenne penserait probablement qu'ils sont la même espèce, si vous regardez vraiment attentivement, ces calmars sont complètement incontestablement différents pour quiconque connaît quelque chose sur les calmars. Et pour une raison quelconque, ce gars, c'est moi. Il est intéressant de noter que ces deux calmars ont effectivement un ancêtre commun, probablement un calmar Egopsida primitif qui vivait il y a environ 60 à 100 millions d'années, plus près de la fin de la période du Crétacé. Mais nous ne pouvons pas vraiment confirmer cela parce que nous ne savons vraiment rien sur les calmars anciens. Les calmars ne laissent pas nécessairement les meilleurs fossiles, principalement en raison de leur douceur. Les calmars n'ont pas d'os, donc tous ces tissus mous disparaissent généralement après seulement quelques semaines, sans parler de durer 100 millions d'années. Il y a une partie du calmar qui peut rester, c'est son bec. Essentiellement, la seule partie dure du calmar. S'ils sont enterrés assez rapidement, ils peuvent être conservés pendant des millions d'années, ce qui peut donner des indices sur les calmars anciens. À un moment donné, après l'ère des dinosaures, l'ancienne lignée des Egopsida s'est divisée en familles séparées. Une branche a conduit aux Architeutida, un groupe qui a finalement créé le calmar géant, tandis que l'autre a évolué en Crunchidae, les calmars de verre, auquel appartient le calmar colossal. Il est intéressant de noter que bien que les deux espèces soient devenues énormes, elles n'ont pas hérité leur taille d'un ancêtre géant commun. Au lieu de cela, chacune a développé indépendamment le gigantisme. C'est un exemple classique de ce que les scientifiques appellent l'évolution convergente. Cela signifie, essentiellement, que deux espèces non apparentées commencent à développer des structures similaires parce qu'elles s'adaptent au même environnement ou aux mêmes problèmes. Elles ne se copient pas, mais la nature évolue simplement pour créer littéralement le même animal deux fois. L'évolution suit principalement la règle « si ça marche, ne le change pas ». Mais vous vous demandez probablement, s'ils sont un cas d'évolution convergente, pourquoi ont-ils encore tant de différences? Eh bien, si vous avez regardé notre vidéo sur le gigantisme polaire, vous sauriez que les calmars colossaux
ne sont pas vraiment devenus si grands pour la même raison que les calmars géants. Les calmars colossaux vivent exclusivement dans les parties les plus profondes des océans antarctiques, alors que les calmars géants sont généralement plus grands dans les océans tempérés et sont beaucoup plus largement répandus. Les calmars géants sont devenus grands grâce au gigantisme des profondeurs, un phénomène dans lequel les animaux vivant dans des conditions de haute pression et de faible éclairage dans les profondeurs de l'océan ont tendance à devenir plus grands. Les calmars colossaux vivent également en profondeur, en fait encore plus profond que les calmars géants, mais une grande partie de leur taille est due à un autre effet appelé gigantisme polaire, un phénomène dans lequel les animaux dans l'eau froide évoluent pour devenir plus grands. Alors, est-ce même considéré comme une évolution convergente si leur gigantisme est dû à différentes raisons? Eh bien, oui, mais avec une nuance. C'est toujours un cas d'évolution convergente puisqu'ils avaient tous deux un ancêtre commun et ont développé le gigantisme. Mais c'est aussi en partie parce que les calmars colossaux ont également été influencés par le gigantisme des profondeurs. Bien que le gigantisme polaire ait joué le rôle le plus important dans le cas des calmars colossaux, ils vivent toujours en mer profonde. Ainsi, la pression des profondeurs a également façonné leur taille. Et c'est pourquoi c'est une évolution convergente puisque les deux ont convergé pour devenir des géants. Et ce n'est pas seulement parce que cela en fait de super cool monstres krakens. Le gigantisme résout en fait beaucoup de problèmes pour eux. Un corps plus grand conserve l'énergie plus efficacement, stocke l'oxygène plus longtemps pour les plongées, régule mieux la température dans le froid et, le plus évidemment, décourage les prédateurs et les transforme en prédateurs. Mais parce que leurs environnements ne sont pas exactement les mêmes, ils ne sont pas sortis complètement identiques. Regardez leur corps ici. Les deux sont évidemment longs, mais les tentacules des calmars géants s'étendent beaucoup plus loin. Cependant, la moyenne ne pèse qu'environ 500 livres, ce qui, pour être juste, est encore un géant pour un calmar. Mais comparé aux calmars colossaux, il pèse moins de la moitié du poids. Certains des plus grands calmars colossaux atteignent jusqu'à 1300 livres, ce qui en fait de loin les invertébrés les plus lourds sur Terre, sans exception. Le calmar géant est long, lisse et fait pour la vitesse. Les calmars colossaux, d'autre part, sont beaucoup plus trapus et bien qu'ils soient encore longs, en forme ils ressemblent plus à un char. Bien que nous ne connaissions pas les valeurs exactes en raison de la difficulté à trouver ces gars, on estime que les calmars géants peuvent développer des vitesses allant jusqu'à 25 miles par heure en utilisant la propulsion par jet. C'est le même type de propulsion par jet qu'utilisent les petits calmars, sauf que celui-ci prend beaucoup plus d'eau et tire beaucoup plus fort. La propulsion par jet est en fait universelle pour tous les calmars, quelle que soit leur taille, ce qui signifie que les calmars colossaux possèdent également cette capacité. Mais parce qu'ils sont si massifs, ou devrais-je dire colossaux, ils ne sont probablement pas aussi rapides et n'atteignent qu'environ 12 miles par heure. Alors, pourquoi ont-ils évolué pour avoir ces différences? Pourquoi le calmar géant a-t-il évolué en un géant gracieux, tandis que le colossal est simplement un gros char épais? Eh bien, encore une fois, c'est l'évolution convergente, mais ils n'ont pas complètement convergé. Leurs environnements sont toujours différents, et ils se sont habitués à être des monstres kraken spécialisés, mais seulement dans leur propre habitat. Le calmar géant a évolué dans les océans tempérés ouverts, des zones où la proie peut se déplacer rapidement. Pour survivre là-bas, être rapide avait plus d'importance qu'être dur. Le corps long et aérodynamique et la charpente légère du calmar géant en font un excellent chasseur. Il se cache dans l'obscurité, repère le mouvement avec ses yeux énormes et fonce en avant pour saisir la proie avant qu'elle ne s'échappe. Vitesse et portée sont sa stratégie complète. Même simplement en regardant leurs tentacules, on peut voir comment l'évolution les a rendus différents. Ils ont des ventouses avec de minuscules épines dentelées dessus.
Évidemment, ils sont spécialisés dans la capture de proies glissantes, et cela se manifeste dans leur régime alimentaire, puisqu'ils mangent des pochettes, des poissons rapides comme les grenadiers, ou même d'autres calmars géants plus petits. Mais dans un environnement complètement opposé, le calmar colossal, comme la plupart des choses dans l'océan Antarctique, ne court pas dans des eaux super froides. La conservation de l'énergie est tout en Antarctique. Donc, au lieu de dépenser de l'énergie à poursuivre des choses, le calmar colossal a évolué pour endurer. Son corps épais et musclé aide à retenir encore mieux la chaleur et à stocker plus d'énergie. Et quand quelque chose s'approche vraiment, il peut beaucoup plus facilement garantir qu'il l'attrapera. Il ne chasse pas et ne traque pas vraiment comme les calmars géants. Ils s'assoient simplement et attendent, puis attaquent quand quelque chose est proche. Les crochets rotatifs sur leurs tentacules sont conçus pour s'accrocher une fois à quelque chose, comme un légine australe géante, et s'assurer qu'elle ne s'échappera pas. Au lieu d'attraper une proie glissante, ils doivent attraper une autre proie forte ressemblant à un char et la surpasser en force de char avec des crochets perforants. Ce qui est également intéressant, c'est que le calmar géant et le calmar colossal ont tous deux développé des becs pour la même raison fondamentale, à savoir parce que la survie en mer profonde nécessite un moyen compact, puissant et efficace de tuer et de manger. Là-bas, la proie a souvent des écailles épaisses ou une armure, et il n'y a pas de surface dure contre laquelle la presser, car ils vivent dans l'océan ouvert. Le calmar ne peut pas mâcher ou déchirer comme un requin, il a besoin d'un moyen de déchirer la chair en tenant la proie suspendue dans l'eau ouverte. Le bec résout parfaitement ce problème. Il est fait de chitine, le même matériau que les carapaces d'insectes, mais stratifié et durci en quelque chose de plus fort que l'os. Les moitiés supérieures et inférieures tranchantes fonctionnent comme un bec de perroquet, coupant les muscles et les os pratiquement sans effort. Une fois que le bec coupe la proie, la radula du calmar, une langue couverte de dents tournée vers l'arrière, la broie avant de l'avaler. Mais que se passerait-il si les calmars géants commençaient à se rendre en Antarctique? Deviendraient-ils plus lourds et développeraient-ils des crochets, se transformant en calmars colossaux? Eh bien, évidemment, l'évolution ne se produira pas si rapidement. Mais même si d'une manière ou d'une autre un calmar géant arrivait dans l'océan Antarctique, il ne rencontrerait jamais le calmar colossal parce que, bien que tous deux soient des créatures des profondeurs, les calmars colossaux vivent des milliers de mètres plus profonds. Les calmars colossaux font partie de la zone abyssale, tandis que les calmars géants vivent davantage dans la zone de minuit. Toujours essentiellement l'obscurité totale, mais certainement des environnements différents. Mais c'est un peu triste d'y penser, mais les calmars colossaux et géants ne sauront jamais qu'ils ont un autre énorme cousin calmar. Et peut-être que c'est bien, parce qu'ils se seraient probablement mangés de toute façon. Mais aussi étrange que cela puisse être, il y a une créature qui sait que ces deux calmars existent tous les deux, à part nous, le cachalot. Les cachalots sont les seuls prédateurs assez grands, forts et plongeant assez profondément pour chasser régulièrement les deux espèces. Ils descendent à des milliers de pieds dans l'obscurité totale, guidés uniquement par l'écholocation pour trouver ces calmars massifs. Des cicatrices de ventouses et de crochets ont été trouvées sur toute leur tête. Et à l'intérieur des estomacs des baleines, les scientifiques ont trouvé des becs de calmars géants et colossaux, les seules parties qui ne peuvent pas être digérées. Dans l'esprit du cachalot, l'évolution convergente est en fait parfaite. Plus il y a d'espèces de calmars absolument monstrueuses qui évoluent, mieux c'est, parce qu'ils peuvent simplement continuer à plonger profondément et les engloutir. Ils ne se soucient vraiment pas si les calmars ont des crochets ou des ventouses, s'ils pèsent 500 ou 1000 livres. Ils veulent juste trouver de la nourriture molle massive et la manger. Et c'est un inconvénient de l'évolution convergente. S'ils convergent et créent le même animal qui semble fonctionner,
ils ont généralement la même faiblesse. Et dans ce cas, ce sont les cachalots. Ce qui se passe est une course aux armements, où ces calmars continuent de devenir plus grands et plus rapides pour éviter d'être mangés, alors que les cachalots continuent d'évoluer pour pouvoir plonger plus profondément et retenir leur souffle plus longtemps pour chasser plus de calmars. Les deux se poussent mutuellement à leurs limites. Mais ils doivent également rester dans les limites d'autres défis normaux de leur environnement. L'évolution convergente n'est vraiment pas question de créer de meilleurs monstres géants, ou même parce que la nature est trop paresseuse pour trouver quelque chose de mieux. Le fait est que la conception du monstre calmar géant fonctionne. Nous avons vu cet effet chez de nombreux autres animaux aussi. Les requins et les dauphins ont tous deux obtenu les mêmes corps en forme de torpille pour une nage rapide, bien que l'un soit un poisson et l'autre un mammifère. Les chauves-souris et les oiseaux ont tous deux développé des ailes complètement séparément. Même en Australie, il y avait autrefois un loup marsupial qui ressemblait presque identiquement au vrai loup, malgré le fait qu'il était aussi lié à eux que nous le sommes aux kangourous. Cependant, ces créatures sont encore différentes. Les requins respirent avec des branchies, tandis que les dauphins respirent de l'air avec des poumons. Les chauves-souris ont étiré leur peau sur leurs doigts pour obtenir des ailes, tandis que les oiseaux ont développé des plumes. Les calmars géants ont développé des corps massifs, mais des tentacules avec des ventouses, tandis que les colossaux ont développé des corps massifs, mais des tentacules avec des crochets. L'évolution crée constamment de nouveaux plans pour ces conceptions fonctionnelles. C'est aussi la raison pour laquelle certains animaux s'éteignent aussi. Des conceptions qui fonctionnaient mais n'étaient pas parfaites, ou fonctionnaient mais ont cessé de fonctionner en raison d'un nouveau facteur. Eh bien, une autre raison pour laquelle ils peuvent s'éteindre est l'activité humaine, mais c'est une histoire pour un autre jour. Mais tous les animaux que nous voyons aujourd'hui sont des conceptions de formes de vie qui fonctionnent, ce qui inclut la conception de calmar absolument massive. Alors, que faudrait-il pour l'évolution d'un troisième calmar qui utilise la conception de calmar massif? Essentiellement, les mêmes conditions qui ont créé les deux premiers. Vous avez besoin d'un environnement qui est sombre, ou froid, ou plein de pression, ou tout ce qui précède. Et honnêtement, nous voyons peut-être déjà des versions précoces de cela se produire. Il y a quelques calmars moins connus qui semblent être à mi-chemin, comme le calmar Dana octopode, qui est court et large, mais atteint au maximum environ 350 livres, ou le calmar robuste à crochet, qui peut atteindre environ 13 pieds de longueur. Nulle part près de la vraiment grande taille, comme les calmars géants et colossaux, mais vous pouvez clairement commencer à voir des niveaux mineurs des effets du gigantisme. Il est possible que si vous jetez quelques calmars en mer profonde et les forcez à s'adapter, dans des millions d'années, vous pourriez voir quelque chose en sortir, appelé par exemple calmar absolument énorme ou calmar incroyablement grand. Je ne suis pas le meilleur pour nommer ces choses. La dernière chose que je voulais mentionner, nous venons d'atteindre 21 000 abonnés, donc je voulais vous remercier à nouveau, les gars, pour tout le soutien. S'il vous plaît, laissez-moi des commentaires sur tout ce que vous voulez que je couvre. Je lis tous les commentaires que vous laissez, les gars. Et si vous voulez regarder notre vidéo sur le gigantisme polaire, regardez-la ici.